Avant de passer à la période de questions, je vous inviterai tous à applaudir une dernière fois nos 3 présentateurs. Merci à tous. Donc maintenant, on a environ 20 minutes devant nous pour discuter en fait de ces différents sujets sur les témoins, les sources inexplorées de l'histoire. Donc cette fois, je vais inviter les gens à aller présenter au micro leurs questions. Merci. Permets-tu 2 questions ou une, puis je reviens si jamais il n'y a personne qui veut en faire d'autres? OK. Je vais les poser les 2, puis vous choisirez comment vous voudrez répondre. Ma première est pour Myriam. À la fin de ta présentation, tu nous invites à repenser l'écriture épicène non sexiste dans nos travaux. Puis je voulais savoir si tu voulais continuer peut-être de nous suggérer des pistes de réflexion par rapport à ça, des ouvrages qui peuvent aider les différents étudiants à les intégrer dans leurs travaux. Et ma deuxième question est pour Mélisande. Je suis conscient que tu n'as peut-être pas du tout la réponse, je te la pose quand même. Je veux savoir quel est l'état, s'il y en a, des débats éthiques qu'il y a au travers de l'intégration du numérique à nos travaux. Ce que j'entends ici, c'est que selon plusieurs études, en fait, ce serait plus dommageable énergiquement parlant, écologiquement parlant, de rendre tout numérique parce que ça prend tellement de place, le serveur, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, est-ce qu'il y a des considérations, des débats éthiques dans la sphère numérique autour des travaux universitaires? Et si oui, est-ce que tu es au courant, puis est-ce que tu veux peut-être nous en parler? Tu commences? C'est comme ça. Mais merci Félix pour ta question. D'abord, je dois dire que la réflexion que je vous ai proposée, c'est une réflexion qui n'est pas non plus aboutie de mon côté, dans le sens où c'est assez nouveau finalement, toutes ces choses-là auxquelles je pense. Et puis, je voulais finalement lancer ça comme ça, si jamais ça peut inspirer d'autres personnes. Évidemment, oui, il y a des ouvrages qui peuvent aider. Je pense entre autres à La grand-mère non sexiste, le masculin ne l'emporte plus. Et puis, dans cet ouvrage-là, finalement, on voit finalement beaucoup d'outils qui peuvent être utiles, beaucoup de choses aussi qu'on ne sait pas sur la langue française qui peuvent nous aider finalement à mieux écrire en ce sens-là. Et puis, on explique aussi finalement souvent là, les mythes qu'il y a à propos de l'écriture non sexiste. Ça va alourdir les phrases, ça va faire des fautes il va y avoir des fautes de grammaire et tout ça, mais tous les mythes finalement sont déconstruits. Et donc, c'est sûr que là, j'ai pas ma bibliographie avec moi, là, mais si jamais il y en a qui veulent en savoir un peu plus, là, j'ai quand même j'ai quelques ouvrages à la maison. Pour ma part, merci pour la question. Effectivement, en fait, il existe un débat sur comment on doit traiter le numérique dans plusieurs domaines, en fait, pas seulement en histoire, mais dans toutes les sciences humaines et sociales. On réfléchit notamment, ne serait-ce que pour le droit. On sait que tout ce qui est numérique maintenant peut être copié facilement, donc le droit d'auteur s'applique. On doit devenir encore plus conscient et avoir une éthique encore plus stricte ou bien réglementée. En même temps, on est dans une période de mouvance, donc on est en train de créer notre monde de demain et probablement que comme dans d'autres époques, on est appelé à définir ces balises. Et au niveau de la recherche historique, oui, c'est important parce que on a, en tout cas, il y a moins de recherche de terrain, je crois, bien que Myriam fasse des enquêtes orales, donc ça revient plus à la socio, ce qui se fait en sociologie. Mais c'est vrai que puisque nos sources sont souvent documentaires, notre éthique, elle est moins présente à l'esprit du chercheur en histoire. Mais c'est vrai que le numérique, maintenant, on doit s'y attarder à cette question éthique. En ce qui concerne tout le côté environnemental, c'est vrai qu'on a un débat, mais qui est de société, qui n'est pas simplement le nôtre en histoire.
notamment parce que effectivement, ça prend, je pense que l'équivalent d'une grosse ville pour faire fonctionner un seul serveur dans la Silicon Valley. Donc, on se dit, mais tout ce qu'on consomme et puis le réchauffement climatique, est-ce qu'on va être capable de poursuivre à ce rythme-là, finalement, sans faire exploser la planète? Donc, on a malgré tout une conscience écologique de nos jours. L'Anthropocène, on le sait, on est en plein dans cette période. Donc, je crois que ça s'inscrit dans notre contexte contemporain. Mais je pense qu'il y a matière à réfléchir davantage puis à ouvrir le débat sur ce sujet-là. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas avoir répondu à la question, mais effectivement, il y a des pistes, il y a des grandes interrogations et il y a des gens qui s'y penchent, qui réfléchissent, mais ce n'est pas encore assez, effectivement, débattu ou en tout cas publiquement fait, ce qui devrait l'être, à mon sens. Je vous remercie tous les trois, dans le fond, pour ces brillantes communications. Et j'ai deux questions pour toi, Myriam. Tu as parlé, finalement, que les femmes, par la découverte, justement, par une réappropriation de leur corps, finalement, découvraient le plaisir charnel. Mais en même temps, est-ce que tu t'intéresses, dans le fond, aux femmes qui avaient des pratiques homosexuelles, lesbiennes? Est-ce que tu t'y intéresses? Car ça pourrait quand même être intéressant. Comment ces femmes-là, finalement, sortaient des tabous et arrivaient à parler aujourd'hui un peu plus facilement de certains rapports? Et l'autre question que je me posais, c'est, dans le fond, comment les femmes, par la découverte de la sexualité, arrivaient-elles à éduquer leur corps, dans le sens où la masturbation permet de contrôler son plaisir, etc. Comment ces femmes-là arrivent maintenant à mieux se connaître et à mieux exprimer leurs désirs et leurs besoins dans une société qui tend à aller davantage vers l'égalité, vers la parité entre les sexes? Je te remercie. Merci. D'abord, pour les pratiques homosexuelles, c'est pas que je m'y intéresse pas nécessairement, c'est plutôt que, étant donné que je voulais plus limiter mon objet de recherche, je voulais vraiment plus miser sur les mariages hétéronormatifs. Et donc, à ce moment-là, ça excluait les pratiques lesbiennes, mais c'est sûr que j'essayais quand même d'avoir des questions assez ouvertes sur la vision de la sexualité qu'ont les femmes, puis sur s'il y avait eu des expériences prémaritales, au cas où, justement, il y aurait quand même pu avoir des expériences homosexuelles malgré un mariage hétéro. L'autre question, c'était sur l'éducation du corps. En fait, c'est justement une des surprises que j'ai eues. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup développé un peu comme dernièrement, finalement, dans les dernières années. Elle parle beaucoup de ce que la société actuelle peut leur apporter en termes d'aisance avec elles-mêmes. Elles ont l'impression que, maintenant, je ne veux pas dire l'emprise de l'Église, là, mais maintenant, elles sont moins influencées par le discours de l'Église. Je ne dis pas qu'elles ne fréquentent plus l'Église, elles fréquentent encore, mais elles se sentent moins concernées qu'elles ne pouvaient l'être avant. Et puis, il faut dire aussi que le fait qu'elles sont maintenant ménopausées, donc elles n'ont plus besoin de penser à toutes les questions de contraception, mais ça aussi, c'est un stress qui est parti puis qui leur permet de pas se casser la tête, puis finalement de vivre une sexualité sans avoir peur de tomber enceinte et sans se demander quel moyen de contraception est-ce que je dois prendre pour me sentir en paix. Est-ce que ça répond quand même? J'aimerais remercier tous les trois, aussi toutes les trois pour même un petit peu dans la même ligne. C'était tout très intéressant, très différent. C'était rafraîchissant, en fait. Mais j'ai deux questions, dans le fond. Pardon, j'ai oublié votre nom. Moustapha. Vous avez abordé à quelques reprises la possibilité pour les jeux d'être une plateforme ludique, en fait, à beaucoup de reprises, c'était votre présentation, là, mais est-ce que vous avez un certain feedback, un certain suivi sur si cet aller-retour-là, en cas de défaite ou de victoire, est-ce que les étudiants font un certain aller-retour vers la recherche ou si c'est pour l'instant un certain vœu pieux des développeurs, là? C'est pas l'objectif principal des développeurs. C'est pas l'objectif principal des développeurs, c'est plus de manière indirecte. C'est les joueurs, s'ils le veulent, peuvent voir de manière, par eux-mêmes dans les recherches. La plupart, la plus grande majorité, vont directement voir dans des vidéos YouTube, des tutos, comment ils ont réussi à gagner. Ça, c'est la solution de facilité. Mais pour d'autres qui veulent se creuser la question,
pour diverses raisons. Dans ce cas-là, ils peuvent faire des recherches spécifiques. Je n'oublie pas qu'Internet, c'est un phénomène assez récent. Donc, avant qu'il y ait eu des forums Internet, il fallait revenir aux sources pour pouvoir se documenter à la base. Donc, ça dépend surtout des joueurs et de quelle génération et dans quelle optique ils jouent aux jeux vidéo. Pour apprendre, pour jouer, pour faire de la publicité, parce que c'est une obligation, ça dépend de leur ressenti personnel. Excellent, merci. Ma deuxième question, c'est pour Mélissandre. Vous vous êtes pas tout à fait commis sur l'idée de est-ce que l'histoire numérique est quelque chose de différent? On fait un nouveau type d'histoire ou on pousse plus de la même façon? Je ne sais pas si vous comprenez l'essence de ma question. Si c'est une espèce de croisement, là, est-ce que c'est de nouveaux objets de recherche? Est-ce qu'on parle d'histoire de groupe, de l'individu? Est-ce qu'on fait encore de l'histoire sociale, de la famille? Ou vraiment c'est autre chose qui... Mais en fait, à mon avis, on fait toujours de l'histoire. Hein. Donc, effectivement, les groupes, l'histoire sociale, l'histoire politique demeurent. Par contre, tout le contexte dans lequel on le fait, qui est numérique, apporte certains changements. Notamment, l'accélération, l'espace, le temps, ce rapport au temps est très chamboulé par le numérique. On a accès à des archives, à des images auxquelles on n'avait pas accès auparavant, sauf si on allait dans les archives de Berlin, par exemple. Aujourd'hui, on peut y avoir accès sans être historien même. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quand même un partage de l'histoire. Est-ce que l'histoire devient simplement publique? Est-ce qu'on fait de l'histoire totalement publique? Là, on est finalement à un carrefour où on doit poursuivre notre recherche en histoire, bien sûr, historique, mais en tenant compte de ces changements qu'on a parce que notre rapport au temps et à l'espace change. Et c'est dans cette mouvance-là qu'il faut qu'on soit capable d'innover. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher cette façon de concevoir et de faire notre société. On doit aussi se l'approprier en tant qu'historien parce que sinon, on va être à la remorque et les outils qui se développent continuellement répondront pas à nos besoins d'historiens. Parce que malgré tout, une enquête historique demeure une enquête historique. C'est-à-dire la recherche, elle se fait d'une certaine façon avec la même méthode, mais en même temps, on doit ajouter la critique de provenance. Comment on fait pour trouver la provenance d'un document numérique? Donc, il y a quand même quelques aspects où on devra investiguer, travailler, réfléchir à comment on va faire cette histoire contemporaine, finalement, de l'historien contemporain. Merci encore à vous trois pour les présentations. Bonjour et merci pour vos 3 présentations. J'aurais une question pour Mustapha et pour Mélissandre, en fait, puisque les deux, vous avez parlé de technologie d'une certaine façon. Je pense que vous m'avez convaincu que la nouvelle technologie permet de poser des nouvelles questions à l'histoire d'une certaine façon. Mais étant donné que je suis quelqu'un de très inquiet dans la vie, je voudrais vous demander si vous n'êtes pas inquiet sur une chose. Quand Mélissandre nous a présenté son vidéo sur Venise, il y a une question qui m'est venue à l'esprit, c'est l'argent vient d'où? Parce qu'il me semble qu'un tel projet ici au Québec, ce ne serait pas nécessairement envisageable. Et puis là, on a eu la réponse, c'est le tourisme. Alors, je me demande, l'essor des nouvelles technologies dans les sciences humaines, et on a parlé aussi tu as parlé de la question de l'interdisciplinarité, il me semble que tout ça émerge dans un contexte où les sciences humaines doivent être au diapason d'une certaine idée de la prospérité économique et du court terme, voire peut-être du moyen terme. Mais on fait quoi de tout ça lorsqu'il n'y aura plus intérêt? Hein? On fait quoi de ces nouvelles connaissances et de ces nouvelles approches lorsqu'il n'y aura plus l'intérêt économique de les pousser de l'avant? C'est une grande question. En fait, sans aller dans l'idée, dans le chemin de la prospérité économique, je crois que ces technologies sont là pour demeurer. La preuve, c'est que plus on avance, je veux dire, Internet a été créé au début des années 90.
Au début, c'était vraiment que quelques geeks, des gens très spécialisés qui comprenaient vraiment les machines, qui pouvaient s'y mettre. Et finalement, ben, ce web s'est développé, tout le monde y a accès. Et aujourd'hui, même les enfants peuvent naviguer pour aller voir leurs jouets sur Toys R Us. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'est vraiment démocratisé. Il y a une démocratisation là, qui est importante, qui n'est pas juste, à mon avis, économique, qui permet de répondre effectivement à des besoins de notre société contemporaine, qui crée aussi des problèmes dans notre société, bien sûr. On a parlé de l'environnement, entre autres, de la désuétude rapide de toutes ces technologies, mais malgré tout, en tant que chercheur, il est important de l'utiliser, cette technologie, au même titre que quand l'imprimerie a été inventée, on n'a pas dit, ben nous, on va continuer à écrire nos livres comme des moines au monastère, et puis on va... Non, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui changeait. On a pris ce virage-là en tant que société. Ben, je pense que l'être humain est à ce carrefour où on doit vraiment emboîter le pas et puis se servir de ces outils, et puis d'être impliqué. Bon, en politique ici, la Perspective Monde, qui se développe rapidement depuis plusieurs années maintenant. Donc, ils ont ouvert, comme Jean Hermann-Gill disait, ils ont ouvert le capot, ils se sont mis les mains dans le moteur. Bien, nous, on doit faire ça sans nécessairement coder. On doit être capable de comprendre comment fonctionnent ces outils pour s'en servir. Après, effectivement, toute recherche doit être subventionnée, sinon on prend des décennies pour les terminer. Donc, après, il faut savoir où aller chercher les ressources, mais dans le cas de Frédéric Kaplan pour le Venice Time Machine, c'est quelque chose de vraiment d'envergure qui est européen, donc qui se fait en collaboration avec l'Italie. Il n'y a pas que le tourisme qui est impliqué, il y a un grand pôle d'innovation technologique en Suisse qui se fait à l'heure actuelle. Genève, Lausanne, ils ont des TED Talks. Donc, il y a vraiment quelque chose, une effervescence qui est là. Et on serait un peu bête de ne pas s'en servir parce que l'histoire est encore pertinente. Moi, je pense qu'elle est encore plus pertinente de nos jours pour répondre justement aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, qui sont l'extinction éventuelle de l'homme et de la planète. Donc, non, pour ma part, je ne pense pas qu'il faille réduire le jeu vidéo à la seule dimension économique. Moi, je pense qu'on peut l'appréhender à travers la dimension pédagogique, ludique et de partage. Je vais m'expliquer rapidement sur ces trois prismes. Ludique parce que même s'il n'y a plus de gens qui vont investir, l'offre est telle en ce moment qu'on peut s'en servir pour faire partager, faire découvrir la période à un jeune public, je pense à certains collégiens, lycéens, ou pour leur faire, découvrir certains processus. Par exemple, je sais très bien que j'ai parlé à certains de mes élèves pendant 1 à 2 heures d'un fait napoléonien, et ça leur est passé comme un autre. Par contre, lorsqu'ils ont joué plusieurs heures à essayer de perdre, à recommencer à ça, là, ça leur a fait une dimension particulière, ils ont plus saisi. Et à chaque fois que maintenant je parle de cette dimension-là, ils savent presque charnellement, personnellement, de quoi ils en retournent. La dimension ludique, c'est parce que même s'il n'y a pas de développeurs, de studios qui vont investir dans les jeux, il y a de nombreuses communautés de joueurs qui n'hésitent pas à faire des DLC. Je pense au Dartmouth pour la série des Total War, pour l'améliorer, pour un respect du jeu et de la beauté de l'esthétique. Et la dernière dimension, c'est plus scientifique de partage, c'est que quand ils veulent faire ça, souvent les programmeurs ou les informaticiens en herbe demandent l'avis d'historiens, de chercheurs en histoire, pour faire des recherches préparatoires que eux vont se charger de traduire. Donc je pense qu'il n'y a pas que la dimension économique, d'autres faits peuvent également faire jour. Dans le fond, ma question rejoindra un petit peu celle d'un instant. C'est plus pour toi, Mélissandre. Tu as parlé tantôt de la question juridique. Donc c'est sur cet aspect-là que j'aimerais revenir. Dans le fond, c'est à savoir, tu as montré le rapport entre la doxa et la praxis, finalement, au niveau du droit. Mais comment, aujourd'hui, face à cette question de la montée du nationalisme un peu partout dans le monde, comment les politiques publiques doivent-elles s'affranchir, finalement, de ce rapport
de discours très nationalistes dans la numérisation des archives, car après tout, ne serait-il pas tenté de vouloir cacher, mettre en silence des choses qui ne sont pas très glorieuses pour leur passé pour donner accès à des choses un peu plus glorieuses? Et de quelle manière le droit permet-il aujourd'hui d'encadrer, dans le fond, toutes ces pratiques-là qui seraient finalement contraires à une espèce d'éthique de libre accès à la connaissance humaine? Oui, c'est une excellente question qui peut être débattue très longtemps. Je ne pense pas avoir la réponse à ça, mais effectivement, on voit la montée des nationalismes et puis de ce qu'on appelle le populisme, pas simplement en Europe, mais on le voit bien avec, en Pologne, entre autres, toutes ces lois mémorielles, ces demandes de réparation qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Bon, on a quand même un discours là et un jeu de documents, d'images qui se partagent effectivement encore plus rapidement que lors de l'imprimé. Donc là, il y a effectivement une dimension importante qu'on peut... Je ne pense pas qu'on puisse régler du jour au lendemain. Je ne pense pas qu'on puisse trouver une solution tout de suite. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit y réfléchir et qu'on doit baliser. Et là, le droit, à mon sens, c'est d'ailleurs ce qui se fait au niveau de l'Union européenne en ce moment, c'est qu'il y a quand même des projets sur comment encadrer toute cette mémoire politique encore très sensible, et puis l'usage du passé, finalement, de toutes parts. Mais je ne pense pas répondre à votre question, là, mais effectivement, c'est toute une dimension qui est importante et qui est mise de l'avant ou qui est encore plus criante avec ces nouvelles technologies. Parce qu'on a effectivement une accélération de tout ce qui est le partage de l'information et puis de l'accessibilité à cette information. Mais en même temps, je pense qu'on doit miser en tant que société sur l'éducation. On fait de l'éducation citoyenne, on va faire de l'éducation numérique aussi. Au même titre qu'on parle des fake news, on doit être capable de développer l'esprit critique chez les gens de la même façon qu'on doit être capable de comprendre que tout ce qu'on voit sur le net n'est pas nécessairement... ça reflète une partie de la lecture d'un événement ou d'une époque. Alors, encore une fois, un gros merci à nos 3 merveilleux intervenants. Merci à tout le monde pour votre écoute.